mesure la croissance du PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse produite dans le pays en question. Eh bien, cette croissance est en moyenne de 3 à 4% par an sur cette période de 25 ans, et souvent 6% dans la zone Asie. La tendance générale est nettement à la hausse. Elle s'appuie sur la globalisation des échanges commerciaux et des investissements entre les États et les zones d'intégration régionale. Ces rapports économiques nous indiquent qu'on est là face à une tendance lourde et que les performances des économies chinoises, indiennes, indonésiennes, malaises et même celles d'autres pays d'Asie du Sud-Est vont provoquer une longue période de croissance mondiale, plus longue que celle entraînée par l'économie américaine après 1945. Cette croissance n'est pas seulement fondée sur la production de produits manufacturés, mais sur des économies de plus en plus diversifiées. L'Inde a des ingénieurs qui ont une excellente réputation, tout comme d'ailleurs la Chine. Cette croissance particulièrement marquée en Asie est liée à la fois au dynamisme économique de la région et à son dynamisme démographique. Justement, maintenant, nous allons nous pencher sur la démographie mondiale. En 2006, la Chine et l'Inde cumulent à elles seules un tiers de la population mondiale. Et cette tendance se confirme pour les 25 ans qui viennent. En 2030, 4 des 5 pays les plus peuplés au monde sont en Asie. L'Inde avec 1,4 milliard habitants, la Chine avec 1,3 milliard, l'Indonésie avec 270 millions d'habitants, le Pakistan 260 millions. Les États-Unis seront 3e population mondiale à cette date, avec seulement 360 millions d'habitants, soit loin derrière les 2 grandes puissances démographiques asiatiques. Donc l'Asie cumule et une forte progression du PIB et une forte progression de la démographie. Cela a des conséquences directes sur la demande énergétique. Donc regardons maintenant les répartitions mondiales de la consommation d'énergie. En 2003, les pays de l'OCDE consomment plus de la moitié de l'énergie produite dans le monde et les pays d'Asie n'en consomment qu'un 5e. Mais en 2030, selon les projections, l'augmentation de la demande en énergie viendra avant tout des pays d'Asie. Cette région représentera alors un tiers de la consommation énergétique mondiale. Maintenant, si par prudence on recoupe ces données, on constate que la croissance énergétique prévue se trouve confirmée par les prévisions faites par l'Agence internationale de l'énergie. Dans les 30 dernières années, entre 1970 et 2000, on a eu une croissance de la demande énergétique de 48%. Mais pour les 30 prochaines années, donc de la période actuelle jusqu'à 2030, la demande énergétique augmente de 52%, selon les calculs de l'Agence internationale de l'énergie. Mais les évaluations peuvent diverger. L'augmentation pourrait être de 71% selon le département américain de l'énergie. Donc question, comment le monde va-t-il répondre à une telle demande? Avec quoi? Par quelles énergies? Regardez ce graphique. À gauche, les sources d'énergie consommées à l'échelle mondiale entre 1970 et 2000. À droite, la tendance projetée jusqu'à 2030. Et si on lit ce tableau en commençant par le bas, on voit que la part du nucléaire civil augmente légèrement, les énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité, augmentent un peu, mais leur part reste très modeste. En revanche, charbon, pétrole, gaz continuent en 2030 de fournir 80% de la consommation mondiale d'énergie. Une fois encore, dans moins de 25 ans, ce seront donc toujours les énergies fossiles qui fourniront l'essentiel de l'offre, selon, je me répète, les prévisions de l'OCDE, de la Banque mondiale et de l'Agence internationale de l'énergie. Alors pourquoi? D'abord parce que ces ressources, tout simplement, sont disponibles. On estimait en 2006 qu'il y avait 41 années de réserve pour le pétrole, 59 années de réserve pour le gaz et plus de 200 années pour le charbon. Le charbon est encore très abondant et offre l'avantage d'être mieux réparti dans le monde que le pétrole, qui est très concentré au Moyen-Orient. Pour le pétrole, on aurait 41 années de réserve. Ces chiffres, bien sûr, sont évolutifs à cause des découvertes de nouvelles nappes et surtout de l'amélioration des techniques d'extraction. Retenons aussi que l'augmentation du prix du baril favorise l'exploitation de pétrole lourd, plus cher, comme dans l'Alberta canadien,
ou dans la région de l'Orénoque au Venezuela. Et puis si la part du pétrole reste prédominante d'ici 2030 dans la consommation mondiale, c'est parce qu'il n'est pas prêt d'être remplacé dans le secteur des transports routiers. C'est ce secteur transport qui est responsable de la plus grande part de la demande énergétique et de la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre. Ce secteur se réforme technologiquement beaucoup moins vite que le secteur de l'industrie. Or justement, c'est en Asie que le parc automobile est en train d'exploser. En Chine, il a été multiplié par 3 entre 1990 et 2005. On a aujourd'hui 20 véhicules pour 1000 habitants en Chine et aux États-Unis, 775 véhicules pour 1000 Américains. Alors on imagine les conséquences sur l'environnement lorsque la Chine, ce pays de plus d'1 milliard d'habitants, aura atteint le niveau américain en matière d'équipement automobile. Et puis la demande énergétique mondiale est liée aussi au fait que 1,5 milliard d'habitants n'a toujours pas d'électricité en 2006. Et ce chiffre sera sensiblement le même en 2030, qui est notre année de référence. L'accès à l'électricité n'est pas et ne sera pas également réparti à travers le monde. En résumé, la planète et ses habitants auront donc besoin de plus en plus d'énergie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, une centrale électrique est mise en service chaque semaine en Chine, et c'est au charbon qu'elle fonctionne, parce que cette énergie produit aujourd'hui 40% de l'électricité mondiale, et cela explique que la consommation de charbon ne cesse pas d'augmenter dans le monde, et elle devrait tripler d'ici 2050. Alors évidemment, ces prévisions sont assez étonnantes, voire décevantes, au moment où tout le monde estime qu'il est plus que temps de trouver des énergies propres et renouvelables. Alors, si on résume ces projections pour 2030, la croissance se maintient. Rien, à l'échelle humaine, ne permet d'anticiper une rupture telle qu'une crise financière comme celle de 29, une guerre mondiale ou une menace majeure, le terrorisme n'étant pas une menace majeure. Ensuite, charbon, pétrole, gaz continuent d'être les principales sources d'énergie, avec donc poursuite de l'augmentation des émissions de CO2 et de la pollution de l'air. Il y a bien des énergies renouvelables, mais elles sont plus coûteuses à produire, elles ont une plus faible productivité et sont donc plus chères pour l'investisseur comme pour le consommateur. Dès lors, comment exiger des pays émergents qu'ils suivent un mode de développement écologique, alors même que celui-ci est plus coûteux? C'est là tout le paradoxe entre développement et développement durable. En tout cas, pour les pays riches comme les nôtres, il y a des modes de vie liés aux habitudes de transport et aux habitudes de confort qu'il faut faire sérieusement évoluer. Mais ça, c'est une vérité qui dérange. 2030, cela semble très loin, mais en même temps, ce n'est jamais qu'une seule génération. Alors, si ces rapports ne proposent après tout que des projections économiques, je vais compléter cette vision en vous parlant dans un prochain numéro des variables. Le facteur prix, le facteur climat, le facteur géopolitique, c'est-à-dire le facteur humain. Sur ce dossier, plusieurs livres à vous conseiller. D'abord, l'après-pétrole, lorsque les puits seront à sec, de Anne Lefebvre-Balédier, dans la petite encyclopédie Larousse. Ensuite, la solution au problème de l'énergie, le plein s'il vous plaît, de Jean Covici et Grandjean aux éditions du Seuil. Vous pouvez lire aussi Un autre monde, qui est le livre de Stiglitz, l'économiste, qui est une autre façon de regarder l'économie mondiale et donc les questions d'énergie. Et puis l'édition en langue allemande de l'Atlas du monde diplomatique. Je vous rappelle l'excellente émission de relations internationales, Les enjeux internationaux, par Thierry Garcin. C'est tous les matins sur France Culture de 7h20 à 7h30.